Bonjour, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver en direct dans votre émission internationale avec RFI et le journal Le Monde. Bienvenue à tous. Elle n'a peut-être jamais autant fait parler d'elle. Souvent qualifiée de belle endormie, de passéiste, la francophonie a été vantée ces derniers mois comme une chance par le président français Emmanuel Macron. Mais quel rôle joue-t-elle vraiment? Quelle est sa place dans l'actualité du monde? C'est la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean, qui est l'invitée d'International. Mais pour ouvrir cet entretien, ce document, un extrait d'une célèbre émission littéraire longtemps dirigée et animée par Bernard Pivot. Nous sommes en 1988, il y a 30 ans. Il reçoit Loïc Depecker, l'auteur d'un petit dictionnaire insolite, Les mots de la francophonie. Bernard Pivot s'en délecte et l'astrophysicien franco-québécois Hubert Reeves lui livre son analyse. Regardez, écoutez. Au Sénégal, camembéré, c'est quelqu'un qui sent affreusement des pieds. Camembéré. Je me demande bien pourquoi. Oui, on se demande bien pourquoi. Et alors, admirable, c'est chéri Coco, c'est un petit ami. Et alors, chéri Coco, c'est la petite amie. Et il y a un autre mot au Sénégal que j'ai trouvé aussi dans votre livre, c'est la gossette. C'est une gossette, c'est une petite amie. Et à Haïti, aller à la commode, ça veut dire faire ses besoins. Aller à la commode. Il vous a ravi ce livre. Oui, j'ai vu derrière l'écriture de ce livre quelque chose que j'approuve tout à fait. C'est l'idée de faire valoir le fait que la langue française est une langue qui est une langue vivante, c'est-à-dire qui continue à évoluer et il y a des endroits dans lesquels elle s'évolue très vite. Par exemple, vous parlez de l'Afrique, de la capacité de faire des nouveaux mots qu'il y a en Afrique. Et ça, je crois que c'est très bien de le faire parce qu'il y a ici en France, j'ai l'impression, une tendance à faire de la langue française une langue de musée. C'est-à-dire, ça se dit pas. Bonjour, Michaëlle Jean. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 84 pays. Alors, cet extrait, il vous amuse ou il vous irrite quand vous voyez la langue française comparée à un musée? Tout dernièrement, c'est la représentante personnelle du président français, Emmanuel Macron, Leïla Slimani, qui a dit qu'il va aller sortir la langue française des boudoirs et des salons. C'est une étrange, façon de concevoir la langue française. C'est pas la réalité? Non, pas du tout. C'est pas une langue des boudoirs. C'est une langue extrêmement dynamique, une langue qui est porteuse aussi d'un pouvoir d'influence et d'attractivité dans le monde. C'est la seule langue avec l'anglais à être parlée sur les 5 continents. C'est la 3e langue des affaires. C'est la 2e langue la plus enseignée dans le monde et c'est extraordinaire de voir cette langue qui est aussi langue d'innovation, langue des technologies, langue des sciences, langue de la pensée. Mais il y a d'autres perceptions. Mais avant de poursuivre cet entretien, je vous propose ce focus. Votre parcours, il a été réalisé par Bastien Bory et Bernard Martineau. Le téléjournal avec Michaëlle Jean. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le ton est ferme et l'expression grave. À 44 ans, la première présentatrice noire de Radio-Canada s'imagine-t-elle alors devoir changer de visage 4 ans plus tard? En 2005, vous voilà propulsé gouverneur général du Canada en représentation. Et contrairement à vos prédécesseurs moins remuants, vous tenez à la diplomatie du corps. Nous arrivons maintenant avec de nouveaux décideurs qui ont grandi dans la diversité. Qui ont grandi dans un monde, justement, où nous nous rencontrons. En faisant bien sûr quelques pas de côté, vous qui, défenseur des traditions inuites, récusez ce célèbre proverbe selon lequel le pouvoir ne se partage pas. Dans le pouvoir, il y a aussi la nécessité d'amener d'autres à avoir cette capacité de faire bouger les lignes. Né à Port-au-Prince, vous serez d'abord déraciné par la dictature Duvalier que vous fuyez à 10 ans avec votre famille. Alors, quand survient le dramatique tremblement de terre de 2010 en Haïti, ce n'est peut-être pas tant la représentante de la couronne britannique qui s'exprime. Our brothers and sisters in Haiti. Mais votre musique adoucira les mœurs. Puis votre campagne sur les 5 continents pour accéder à la tête de l'OIF en 2015 fait perdre à l'Afrique les rênes de la petite ONU. C'est pourtant vers ce continent que se concentrent vos promesses. À 10 mois du prochain sommet en Arménie qui marquera le terme de votre premier mandat, il n'est pas toujours facile de savoir où en est la francophonie économique, votre principal chantier. Un combat à mener et à gagner.
Mickaël Jean, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du journal Le Monde nous ont rejoints. Alors, comme on vient de le rappeler dans votre itinéraire, vous êtes originaire d'Haïti. Vous avez réagi il y a à peu près une semaine aux propos tenus par qu'aurait tenu le président Donald Trump concernant ces pays comme Haïti et les pays africains, qu'il aurait qualifiés de pays de merde. Vous avez jugé ces propos indignes, troublants, offensants. Sur la scène internationale, il y a eu des réactions des pays africains, de l'Union africaine, des ambassadeurs de l'ONU. Est-ce que vous pensez que l'Europe, et la France notamment, auraient dû réagir officiellement? Un commentaire. C'est vrai qu'il y a eu des silences un peu que j'ai remarqué aussi, oui, un peu troublants même. Celui de l'Europe, de la France? Oui, de l'Europe. J'ai pas vu énormément de réactions. J'en ai pas vu au fait. À part Jack Lang, oui, à sa façon. Mais je crois que ce qui était très très important pour moi, c'était de voir Haïti et l'Afrique réagir d'une même voix. Parce que, étant inscrits ensemble sur une globalité africaine également, une expérience, une histoire en partage, et qui se sentaient extrêmement, tous ces pays, Haïti et ces pays africains, offensés par des propos d'une telle outrecuidance, venant de la bouche du premier représentant des États-Unis d'Amérique. Vous dites, vous remarquez ce silence. Comment vous l'interprétez? Je ne me l'explique pas parce qu'au fait, pour moi, c'était, et je l'ai dit, c'est une insulte à la face de l'humanité. On ne peut pas parler des peuples ainsi. Cela est ignoble. Est-ce que vous pensez que Donald Trump aussi a peut-être voulu désigner certains dirigeants qui font que leur pays ne se trouve pas dans une situation où leurs ressortissants puissent rester vivre chez eux? Vous savez, il y a le choix des mots quand même. Bien sûr. On peut le dire comme vous venez de le dire. Ouais, tout à On fait. peut le dire comme ça. Au-delà du choix des mots. Mais le dire, je veux dire, de manière aussi... c'est glauque. Derrière la manière, certains de ceux qui suivent votre profil sur Twitter, certains disent Trump, finalement, il dit tout fort ce que certains pensent tout bas. Alors que ceux qui le pensent sachent que d'une part, ils passent totalement à côté de peuples dignes, de peuples qui se battent tous les jours, de peuples qui accomplissent, qui réalisent des choses, et qu'on ne peut pas, de la sorte, traiter des États, des pays, des peuples de merde et de pays de merde. Voilà. Mickaël Jean, quand Donald Trump annule un programme d'accueil d'urgence de 60 000 Haïtiens aux États-Unis à la suite du tremblement de terre de 2010, est-ce que c'est du racisme ou est-ce que c'est une politique migratoire, comme chaque pays a le droit de la mener? Je pense qu'au fait, pour avoir moi-même été envoyée spéciale de l'UNESCO pour soutenir les efforts de reconstruction en Haïti, je ne pourrais d'aucune façon affirmer que certains de ces Haïtiens qui ont trouvé refuge aux États-Unis avec la bienveillance du président Barack Obama auraient nécessairement quelque chose qui les attende vraiment pour se réétablir en Haïti. J'ai vu 1 600 000 personnes vraiment pendant des années vivre sous des tentes dans des camps. J'ai vu et pris la pleine mesure du désastre. Il n'est pas certain que ces gens ces réfugiés, que l'on voudrait renvoyer en Haïti sous prétexte que la situation se serait améliorée, est vraiment quelque chose qui les attend. Et d'autre part, je trouve que l'évaluation est un peu rapide. Active, vous voulez dire? Oui, voilà, un peu hâtive. La situation n'est pas au mieux en Haïti. On voit certains de ces Haïtiens projetés de se rendre au Canada, ou y aller déjà. Oui. Est-ce que le Canada peut prendre le relais des États-Unis comme terre d'accueil et voire comme terre d'espoir? Parce que les États-Unis ont longtemps été en fait, vous voyez, dans le monde. Vous touchez à une question qui rejoint aussi toute la situation de crise migratoire que l'on connaît en ce moment.
flux migratoires. Alors évidemment, le Canada est, oui, une terre d'accueil. Moi, je suis passée par là. Je fais partie de ces millions d'Haïtiens qui ont dû trouver refuge ailleurs pour des raisons à la fois politiques, un régime dictatorial, répressif, et aussi pour des raisons économiques, parce que ce même régime était aussi un régime prédateur. Donc souvent, les mêmes circonstances produisent les deux, produisent à la fois des réfugiés politiques et des migrants économiques. Et le Canada, oui, déjà, bon, lorsque ces gens se présentent à la frontière, premièrement, ils ne se présentent pas en dérogeant aux règles. Ils arrivent et demandent asile, en ayant beaucoup aussi à offrir. Et ça, le Canada a tout de suite compris. Ça fait partie, je pense, de son histoire de l'accueil. C'est-à-dire que qu'est-ce que les gens apportent? Une force de travail, une volonté de contribuer, une volonté aussi, en contribuant quelque part, en s'installant également, de participer à l'édification d'un pays, à sa croissance. Michaëlle Jean, si vous voulez, poursuivons cet entretien avec un autre sujet d'actualité. Vous avez fait campagne, vous, pour diriger l'OIF, en insistant sur les droits, l'éducation, la place des femmes. Vous avez vous-même milité contre les violences faites aux femmes dans votre jeunesse. Ces derniers temps, il y a eu ce qu'on appelle l'affaire Weinstein, Balance ton port, MeToo, etc. On n'a pas trop entendu l'OIF sur cette question. Pourquoi? Parce que l'OIF travaille sur la défense des droits des femmes quotidiennement. Parce que l'OIF a une politique aussi très ferme vraiment d'égalité entre les femmes et les hommes, avec un réseau de femmes extrêmement important. Nous venons de tenir même à Bucarest une conférence des femmes de la francophonie qui a rassemblé plus de 700 femmes, notamment des femmes entrepreneuses. Et il est clair que... Il n'aurait pas fallu dans ce débat faire entendre la voix de l'OIF? Mais de quelle manière? C'est-à-dire que lorsque nous quotidiennement, nous agissons, entre autres, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, lorsque je vais jusqu'au Conseil de sécurité sur la résolution 1325, qui touche à quoi? Justement, à la participation des femmes dans le domaine de la paix, de la sécurité, mais aussi à cette réalité terrible qui est du viol utilisé comme arme de guerre, et avec des guerres qui se transposent dans le ventre des femmes. C'est ça, au fait. Donc le vrai champ d'action pour nous est celui-là. C'est pas rentrer dans une politique qui a pris, bon, vous savez, je veux dire, la tournure que l'on sait. C'est plutôt d'agir fermement sur des politiques, sur la mobilisation des femmes sur la question de leurs droits. Et c'est là. Je voudrais dire une chose quand même sur cette présentation que vous avez faite du parcours, puisque vous avez parlé de mon élection à la tête de la francophonie en 2014, au sommet de Dakar. L'Afrique n'a rien perdu. Je ne serais pas aujourd'hui secrétaire général de la francophonie sans la volonté de chefs d'État africains. C'est-à-dire que quand parfois certains ont eu à dire à ce moment-là qu'il y avait une règle non écrite qui voudrait que ce soit un Africain qui soit à la tête de la francophonie, depuis sa création. Vous savez que beaucoup de chefs d'État africains ont été choqués que l'on dise cela. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était la possibilité aussi d'amener une femme, puisque c'est pas une analyse, c'est un fait. C'est un fait. Puisque non, ce n'est pas un fait. Vous savez, c'est à ce moment-là que des chefs d'État africains ont tenu à aborder avec moi... Que ce soit plus quelqu'un à la tête de la France. Cette question de l'africanité globale. Ah oui. C'est-à-dire que, et même, vous voyez, je fais le lien aussi même avec les propos de Donald Trump. L'africanité globale est une réalité. Ce que Donald Trump oublie dans ses propos injurieux, c'est que les États-Unis ne seraient pas sans ces hommes, ces femmes arrachées d'Afrique qui ont par leur sueur et leur sang, ont construit ce pays. Ne serait pas. La ville de Chicago a été fondée d'ailleurs par un Haïtien. Est-ce que vous saviez cela? Je suis sûre que vous le saviez. Jean-Baptiste Pointe-du-Sable est celui qui fonde Chicago et il est haïtien. Pour revenir migrant économique. Pour revenir sur la question des femmes et un sujet qui les touche de très près. Et là, je ne veux pas parler seulement des femmes d'un niveau de l'élite, mais vraiment toutes les femmes dans les pays pauvres. Le président Macron a abordé ce thème de la natalité. Je voudrais savoir comment vous réagissez par rapport à sa façon d'aborder ce sujet, comment vous l'abordez vous-même à l'OIF. Le président Macron, pour rappeler, a expliqué que finalement, il ne servait peut-être pas à grand-chose de déverser de l'argent dans des pays où il y avait encore 7 à 8 enfants par femme. En substance, c'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas sûre qu'il ait dit ainsi. Par contre, la question de du planning familial,
elle se pose. Elle se pose réellement et les femmes posent elles-mêmes le problème. C'est-à-dire que les femmes veulent aussi avoir le choix du nombre d'enfants qu'elles mettent au monde. Les femmes veulent aussi entrer dans une vie professionnelle active. Les femmes portent énormément sur leurs épaules, y compris sur le plan économique. Beaucoup de femmes sont vraiment au cœur des initiatives économiques qui permettent la croissance de leur pays, de ces moteurs économiques de très petites et moyennes entreprises. Donc il est clair que qu'est-ce qui a permis aux femmes d'entrer dans la vie professionnelle et d'être vraiment des acteurs de changement, de croissance et de développement, ça a été aussi le contrôle des naissances. C'est un vrai sujet problème. que vous abordez avec les responsables. Vous trouvez qu'il est pris en compte ?